Et bonjour à tous. On se retrouve donc dans cette nouvelle session donc, qui va traiter les aspects de sécurité en fait, de votre environnement Office 365, mais globalement en fait Microsoft 365, hein, donc afin justement de parler un petit peu du sujet en fait qui nous perturbe un petit peu en ce moment, qui est en fait le Covid-19. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, beaucoup de gens donc forcément sont en remote, beaucoup travaillent en remote, mais on oublie souvent donc la partie sécurité. Avant de commencer, très important, on vous doit, vous le dire, hein, restez chez vous, ça c'est très important, et prenez soin de vous et de vos proches. Ça c'est vraiment très très important. Et plus on reste chez nous, et plus le confinement, et plus cette crise, on en sortira plus tôt. Donc ça c'est un petit message avant de commencer. Alors pour ma part, donc je pense qu'il y en a qui me connaissent déjà. Je suis Céphale Tagourou, je suis donc MVP Azure depuis maintenant 6 ans. Je rentre dans ma 7e année. Je suis architecte tech lead chez IM Service, donc à Genève, en Suisse. Et puis, donc, bah, voilà, je partage régulièrement sur mon blog, hein, que vous voyez ici, ainsi que sur LinkedIn, etc. Je fais partie de l'association AOS depuis le tout début, en fait, hein, donc depuis bientôt 4 ans et demi à peu près. Et puis également aussi, je suis co-organisateur des Identity Days, donc c'est un événement sur Paris, sur tout ce qui est gestion d'identité et des accès. Donc je vous invite à aller consulter le site. On organise un prochain événement donc en octobre 2020. Alors, je suis l'auteur de ces 3 livres. Je pense qu'il y en a qui les ont déjà vus ou ceux qui ne savent pas. Donc, un livre sur Microsoft Data, donc sur la partie sécurité au niveau de l'Active Directory. Un livre sur la partie Hyper-V, donc la virtualisation 2016. Et puis le tout dernier sur la gestion des identités, justement, hybrides, avec Azure Active Directory. Donc, vous pouvez les retrouver sur Internet sans problème. Donc, l'agenda du jour, on va aborder en fait un modèle, un framework de sécurité qui est Microsoft Threat Protection. Je ne sais pas si vous avez vu au début, mais c'était marqué partie 1, parce qu'en fait, je me suis dit que c'était bien de vous couvrir tous les sujets de sécurité sur les Modern Workplace, donc Microsoft 365. Comme vous le savez, il y a tellement de produits que je ne peux pas tout couvrir en une session. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire plusieurs parties. Donc là, aujourd'hui, c'est la partie 1. Et puis peut-être dans 1 ou 2 semaines, je referai la partie 2, ainsi de suite, afin de couvrir, si vous voulez, tous les produits et toutes les thématiques au niveau donc sécurité, donc de l'écosystème en tout cas Microsoft 365. Donc en termes d'agenda, on va aller sur une brève introduction. Ensuite, on va voir un petit peu l'architecture donc au niveau de l'authentification, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Azure AD et la sécurité. Donc c'est le premier sujet, donc c'est la partie 1, on va traiter Azure AD. Et puis on finira par une petite conclusion au niveau des bonnes pratiques, donc à faire pour justement rendre son environnement optimal et sécurisé. En termes d'introduction, comme vous le savez, hein, Microsoft a sorti il n'y a pas longtemps donc un framework de sécurité. Ce framework qui se nomme tout simplement Microsoft Threat Protection. Alors attention, c'est très important, c'est pas un produit, d'accord? C'est en fait un ensemble, c'est une panoplie de produits qui vont justement tous s'interconnecter en fonction des vecteurs de votre système d'information afin de vous donner donc en fait la sécurité la plus maximale possible. Donc en fait, avec ce modèle, tout simplement, donc là vous voyez le petit administrateur, il va pouvoir sécuriser tout le système d'information, du moins le Modern Workplace, Microsoft 365, sur tous les plans. Donc à savoir ici, hop, au niveau identité, au niveau endpoint, au niveau des data et au niveau de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va toucher tous les vecteurs afin de ne pas avoir des trous dans la raquette. Parce que vous imaginez bien que si je sécurise mon identité, mais par contre j'ai un antivirus qui est moyen ou j'ai mes serveurs qui ne sont pas très bien sécurisés, bon bah le hacker forcément il pourra toujours rentrer par une porte, une petite porte certes, mais il pourra toujours rentrer, faire une nivellation de privilèges, faire un mouvement latéral et attaquer nos comptes Active Directory, etc. Donc le modèle Threat Protection, pour finir avec ça, c'est qu'il va donc avoir, il va toucher en fait tous les vecteurs que vous voyez ici, afin de ramener toute la sécurité au bon endroit. Sans oublier bien sûr AIP, donc Azure Information Protection, c'est pour la partie DLP, et ensuite aussi la partie donc, que vous connaissez, Microsoft ATA, pour la cybersécurité des identités, et Azure ATP également. Donc ça, c'est des... Alors, bien sûr, hein, aujourd'hui, on ne va pas tout voir. On va se focaliser uniquement aujourd'hui sur Azure Active Directory, parce que même si Azure Active Directory, on est bien d'accord, c'est un annuaire qui permet de consommer des services dans Office 365, enfin dans le cloud de Microsoft en général,
il ramène quand même pas mal de sécurité que nous allons voir donc aujourd'hui. De manière plus granulaire, les produits qui sont offerts par Threat Protection, donc Microsoft Threat Protection, sont donc Azure Sentinel. Donc Sentinel, c'est le SIEM intelligent de chez Microsoft. Il y a le Azure ATP, donc ça c'est le ATA mais version cloud pour la partie protection des identités au niveau de l'Active Directory. La partie Microsoft Defender ATP, donc ça c'est la partie antivirus au niveau de Windows 10 et Windows 7, etc. et Windows Server bien entendu. Vous avez la partie Azure Security Center, donc là c'est pareil, c'est un élément de sécurité au niveau d'Azure, au niveau des workloads, les virtual networks, tout ce qui est pass au niveau SQL, tout ce qui est machine virtuelle, etc. au niveau Azure. Donc. Vous avez ensuite Office 365 ATP, donc ça c'est pour la partie email, phishing, anti-malware, anti-spam, etc. Donc de manière évoluée avec du machine learning, etc. Nous avons Azure Active Directory, pardon, qui lui, comme je vous l'ai dit, a un annuaire mais apporte énormément d'éléments de sécurité. Et vous avez aussi donc le MCAS qui est donc Cloud App Security, qui est en fait le CASB. Alors pour info, Cloud App Security, c'est un petit peu comme un contrôleur aérien en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est comme un aéroport. Vous êtes dans un aéroport et Cloud App Security, lui, en fait, il va venir et en fait voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de votre cloud. Donc que ça soit Azure ou Office 365. Une chose très très importante sur l'offre Threat Protection, il y a beaucoup d'amalgame sur les outils, c'est pour ça que je préfère encore faire un point là-dessus, parce que j'ai beaucoup de clients qui ont du mal à comprendre la différence entre Office ATP, Azure ATP et ATP, donc le Microsoft Defender ATP. Il faut savoir en fait, là, donc je les ai représentés sur plusieurs périmètres. Vous avez le périmètre numéro 1 qui est Office ATP, ça c'est au niveau externe, c'est au niveau des mails. Donc ça c'est au niveau des mails, au niveau de votre Exchange Online, c'est là qu'il va interagir. Donc ça c'est l'offre Office, enfin c'est le produit, pardon, Office 365 ATP. Ensuite, vous avez le second niveau qui est au niveau de la workstation, enfin au niveau du device, plus ou moins, c'est la partie antivirus, donc Microsoft Defender Advanced Threat Protection. Très important. Avant, il s'appelait Windows Defender ATP, maintenant il s'appelle MD ATP. Donc à pas confondre. Et vous avez en troisième niveau, donc encore plus granulaire, le Azure ATP et au niveau identité. C'est-à-dire que lui, justement, il va détecter tous les patterns au niveau au niveau mouvement latéral, au niveau pass of the hash, pass de ticket, toutes les attaques que vous pourrez avoir au niveau identité. Donc retenez bien cette slide parce que ça c'est important lorsque en fait vous mettez en place vos produits ou lorsque vous échangez avec vos clients ou alors au sein de votre entreprise. Alors, sur plusieurs années d'expérience, j'ai basé un modèle de sécurité. En fait, il se base un peu sur le framework MTP, en fait, Microsoft Threat Protection. En fait, je propose un modèle en 7 étapes qui va vous permettre, si vous voulez, de sécuriser votre cloud, que ce soit Azure ou Office 365, de manière optimale en 7 étapes. Ce qui est très important, c'est que ces 7 étapes, on n'est pas obligé de les jouer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'ordre, mais on peut, si vous voulez, jouer un petit peu avec les étapes. Et ce qui est important aussi, je vous ai mis aussi le niveau de licence qu'il faudra couvrir afin justement donc d'utiliser les produits. Donc sur ce modèle-là aujourd'hui, donc nous on va prendre la partie Azure Active Directory qui va justement donc l'Azure AD P1 et P2 qui va nous donner en fait pas mal de niveaux de sécurité pour pouvoir donc sécuriser notre monde au niveau télétravail aujourd'hui. Donc on va en reparler. Donc ce modèle-là, retenez-vous, parce qu'on va le voir sur chaque partie, parce que sur chaque partie, on va bouger en fait on va bouger, si vous voulez, d'étapes. D'accord? Donc ça c'est très important à bien garder, et puis on le verra de toute façon sur les prochaines slides, enfin sur les prochaines présentations que je ferai d'ici 1 à 2 semaines, si le calendrier le permet. Donc on rentre dans le vif du sujet. Juste pour introduction, j'aime bien le slide de chez Microsoft, qui est celui-ci. Il faut savoir que dans tous vos projets cloud, donc Office 365, si vous voulez faire du Teams, du SharePoint, du OneDrive, tout ce que vous voulez, la pierre angulaire et la chose la plus importante, forcément mis à part le network et les lignes Internet, c'est l'identité. L'identité, pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va vous permettre justement de consommer les applications avec une seule identité pour plusieurs applications. Donc l'équation qu'on connaissait avant, vous savez, une identité par application, métier, etc., elle devient obsolète parce que là, on va rentrer dans une ère qui s'appelle donc forcément la fédération d'identité. On va avoir un IDP qui est Azure Active Directory qui va lui fournir en fait une identité pour toutes les applications, à savoir les applications métiers, les applications productivité d'Office 365 et les applications
on-prem également, puisqu'on va pouvoir aussi donc les fédérer. Donc là, c'est le plus important, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans votre projet, la partie identité, c'est la chose la plus importante. Pourquoi Azure Active Directory? Donc là, justement, j'ai pris des cas que j'ai eu en fait avec mes clients durant, on va dire, ces 2 semaines et demie. Et en fait, on a plusieurs cas. Donc, on prend par exemple le cas numéro 1. J'ai de la chance. Donc, je suis une entreprise. Hein, j'ai de la chance. Mon entreprise a une stratégie remote, donc je peux faire du télétravail. Mais par contre, le VPN, en fait, j'ai pas accès au VPN. Il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, comment je fais pour accéder à mes applications internes? D'accord? Enfin, surtout mes documents, etc. Le deuxième cas, c'est vous n'avez plus accès à vos serveurs de fichiers internes pour justement, par exemple, traiter vos factures ou traiter des documents ou les échanger en collaboration avec vos collègues. Et vous souhaitez justement donc travailler à distance parce que vous êtes confiné et vous devez donc accéder à ces informations. Le cas 3, c'est ce que j'ai eu il y a une semaine et demie, c'est la panique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie cloud du tout, on ne connaît pas le cloud, on ne sait pas ce que c'est, mais par contre, on souhaite travailler, il faut absolument qu'on bosse, d'accord? Et vous avez donc le cas 4 qui est plus ou moins le plus simple aujourd'hui, c'est j'ai déjà Office 365, j'ai déjà Azure AD, mon identité est déjà synchronisée, etc. Donc je souhaite permettre le télétravail à certains de mes collaborateurs de manière sécurisée. Il faut savoir que tout ça, comme vous pouvez le voir, hein, pour ceux qui connaissent ici, forcément, avec les cas que je montre ici, il y a plusieurs produits qui peuvent répondre à ces questions. On est bien d'accord. Que ce soit du Teams, que ce soit la mise en place d'un SharePoint online directement, que ce soit la mise en place d'un Exchange online, etc. Mais tous ces cases et tous ces produits, ils auront toujours, et en fait je reviendrai toujours sur ce point, c'est l'identité. Et c'est là où c'est important. Pourquoi je vous dis Azure Active Directory? C'est-à-dire que si vous ne sécurisez pas cette identité, en fait, n'importe quel produit que vous allez avoir, vu que vous vous connectez avec la même identité, vous serez corrompu et enfin votre identité pardon sera corrompue et donc forcément vous allez avoir des trous de sécurité un peu partout. Donc ça c'est très important, je reviens toujours là-dessus. Et pour moi la solution ultime pour gérer le Covid, c'est le Modern Workplace mais par excellence, c'est-à-dire que j'ai plus d'Active Directory, j'ai un Azure Active Directory, j'ai plus d'ACCM, j'ai un Intune, d'accord, j'ai un device Windows 10, je peux me connecter depuis n'importe où, depuis n'importe quel réseau, depuis n'importe quel pays, j'ai plus qu'à rentrer mon login, mon UPN Azure Active Directory et m'authentifier automatiquement sur Office et accéder à mon environnement de travail. C'est-à-dire que je n'ai pas de dépendance. Est-ce que j'ai un VPN? Est-ce que j'ai la GPO qui est remontée? Est-ce que j'ai mon serveur de fichiers? Ah mince, j'ai pas de certificat. Vous voyez toutes ces choses un petit peu archaïques. Aujourd'hui, pour moi, le monde va aller vers ce modèle-là. Et aujourd'hui, le Covid, en tout cas, il nous le démontre. Et moi, je le vois au sein de mes clients. On est en train de partir vers cette stratégie-là. Alors forcément, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais par contre, il faut s'y préparer. Et ça va être l'avenir de tout, plus ou moins, donc délocalisé sur le cloud. Très important également, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de l'identité, donc là c'est les généralités. Je vous ai fait un petit design là vite fait pour comprendre une chose qui est très importante, c'est qu'effectivement, quand je vous parlais d'identité tout à l'heure, vous avez 2 types d'identité sur Azure Active Directory. Ça c'est juste pour des petits rappels. Vous avez le compte cloud, donc qui est lui provisionné directement dans Azure AD, et vous avez le compte synchronisé. Un compte synchronisé, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un compte qui provient d'un Active Directory au travers d'un AD Connect qui est synchronisé de l'autre côté. Jusqu'à là, tout va bien. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une identité hybride. Ça, c'est important à savoir. Et il faut savoir que du coup, quand vous travaillez donc justement en urgence, en mode Covid, vous avez les 2 solutions. C'est-à-dire que si votre entreprise n'a pas du tout d'Office 365, n'a pas du tout de stratégie cloud, il est tout à fait possible en urgence, directement, forcément, de passer pour les comptes cloud et de créer un environnement en vitesse afin qu'ils puissent travailler. D'accord? Donc ça, c'est important. Et forcément, derrière, sans pour autant, bien sûr, négliger la sécurité, il faudra toujours apporter cette couche de sécurité qu'il faudra toujours avoir, que ce soit dans un compte cloud ou dans un compte synchronisé. Ça, c'est très important. Donc, juste pour rappel, Azure AD, vous avez donc la version P1 et P2. Alors, la seule différence entre l'Azure AD P1 et P2, en fait, il faut retenir, c'est ces 2 choses. Enfin, il y en a 3. C'est le Identity Protection. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le machine learning au niveau de la protection des comptes dans Azure AD. La partie gouvernance, à savoir le PIM, Privilege Identity Management, c'est pour la partie gestion des accès à privilèges, et la partie Access Review. Donc c'est la seule différence qu'il y a entre P1 et P2. D'accord? Ça, c'est important juste à avoir sur le coin de la tête.
Donc là, on va rentrer sur la partie 2, donc justement, qui est l'authentification. Donc là, on a vu un petit peu les généralités. J'ai posé un peu le cadre. Et donc là, on va voir que qui dit identité dit forcément accès. Et donc, qui dit accès dit forcément authentification auprès d'un service. Comme vous le savez, Azure Active Directory propose plusieurs méthodes d'authentification. Donc pour la plupart, on les connaît tous. Vous avez le password hashsync, donc le PHS. Vous avez l'authentification pass-through et vous avez l'ADFS. Alors le PHS, tout simplement, c'est le sync du hash du mot de passe, en fait, qui va être envoyé dans Azure Active Directory. Donc ça a fait ses preuves. Aujourd'hui, on sait que c'est aussi bien sécurisé qu'une authentification pass-through ou ADFS. Effectivement, après, dans la tête des gens, on va dire, c'est un petit peu compliqué d'entendre « Oula, je vais syncer mon password ». En fait, on ne sync pas de password, c'est le hash du password. Très important. Ensuite, vous avez le pass-through authentication, qui lui va se baser sur la déconnect, et il va en fait faire office, si vous voulez, de proxy, c'est-à-dire qu'il va faire que de la connexion sortante en 443 pour aller vers Azure Active Directory. Donc ça veut dire que le jeton, en fait, de l'authentification, il va se créer au niveau d'Azure Active Directory. Donc ça, c'est une méthode aussi qui a plutôt bien fait ses preuves. Et puis vous avez aussi ce qui est mon ennemi aujourd'hui, c'est la DFS. Pourquoi c'est mon ennemi? Parce qu'en fait, vous voyez que la DFS, ça reste quand même quelque chose de très lourd parce qu'il va falloir gérer les serveurs. Donc il y en a, si vous voulez avoir une vraie infra, c'est 2 serveurs au minimum, 2 WAP en DMZ, donc le Web Application Proxy, et 2 ADFS internes. Ensuite, forcément derrière des load balancers, gérer les certificats, backuper les serveurs, monitorer les serveurs, etc. Et tout ça, en fait, on a toute une usine à gaz uniquement pour permettre à un UPN de se connecter dans Azure Active Directory. Et en fait, ça c'est une image assez rigolote que j'ai pris chez Microsoft. Les gens qui font de l'ADFS avec Office 365, mais uniquement ADFS que pour Office 365, en fait, je les vois un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place tout un pataquès, en fait, tout un tralala, uniquement en fait pour pouvoir s'authentifier. Alors qu'on a des éléments beaucoup plus fiables et beaucoup moins chers en fait, pour pouvoir donc justement s'authentifier. Donc ça, c'est important. Et justement, au niveau ces options d'authentification, donc là, ils sont ici, comme je vous l'ai dit, le PHS, le pass-through et la Federation. Je vous ai mis un petit peu les avantages un petit peu qu'on pourrait avoir. L'avantage du PHS, ça c'est très important, c'est comme les hash du mot de passe est synchronisé, si un jour votre data center il crame, admettons, vous arrivez, tremblement de terre, il n'y a plus de data center, les personnes qui sont sur Office 365, ils pourront toujours s'authentifier, ils pourront toujours travailler. La seule chose qu'on ne pourra pas faire, c'est synchroniser de nouveaux comptes, parce que forcément la déconnect n'est plus accessible. Mais par contre, on ne perd pas, si vous voulez, l'accès à Office 365, parce que les hash du mot de passe est synchronisé. Et d'ailleurs aussi, ça nous permet aussi le Layered Credential Protection parce que justement, comme le hash du mot de passe est synchronisé, Microsoft a une grosse base de données qui en fait, si vous voulez, repère en fait les mots de passe les plus faibles et surtout les mots de passe qui transitent un petit peu sur le dark web, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez opter pour une stratégie. Si par exemple vous avez du pass-through authentication ou de la DFS, rien ne vous empêche de rajouter une deuxième en fait, méthode d'authentification en parallèle. Je prends l'exemple de la DFS ici. Vous pouvez avoir de la DFS donc en primaire et puis rajouter le password hashsync, ce qui fait que si un jour votre ADFS il tombe en panne, simplement il suffit de défédérer le domaine, de le convertir en manage domain et de switcher automatiquement sur la partie password hashsync. Donc, ce qui fait que en fait, vous avez ce qu'on appelle un backup d'authentification. Je vous parle d'une connaissance des causes parce qu'on avait fait un gros change chez un gros client, plus de 20 000 comptes. Malheureusement, le client n'a pas adhéré à la partie password hashsync, donc en additionnel par rapport à la fédération. Et comme par hasard, la DFS est tombée. Donc, je ne vous raconte pas les dégâts. Plus personne ne pouvait s'authentifier pendant plus de 3h30. Donc, sur une entreprise worldwide, ça peut faire beaucoup. Donc, pensez au password hashsync si vous en avez la possibilité. C'est très important. Donc, on va rentrer dans la partie donc 3 sur justement, donc là, en fait, on a posé un peu les cadres au niveau authentification et identité. Et on va rentrer donc sur la partie 3 qui est la sécurité au niveau d'Azure Active Directory. Donc, comme je vous l'ai dit, Azure Active Directory, c'est donc un annuaire qui vous donne donc des utilisateurs afin que vous puissiez vous authentifier sur vos services que vous connaissez aujourd'hui, cloud, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il vient avec pas mal de niveaux de sécurité qui vous permet en fait justement de sécuriser cette identité-là.
Donc la première chose, vous avez le Secure Score que vous connaissez tous, le Secure Score qui est un petit peu plus évolué, donc avec la partie Microsoft Secure Score, donc en fait qui va regrouper, le fait de placer Microsoft Secure Score en fait, c'est qu'il va regrouper, si vous voulez, si vous remarquez bien, il va regrouper toutes les stacks qu'on a vues dans le modèle Threat Protection, donc l'identité, la data, les devices, les apps et l'infrastructure. Ce qui est intéressant avec le Microsoft Score, encore une fois, c'est que ça va vous donner plus ou moins quelques idées on va dire, d'amélioration au niveau de votre tenant au niveau sécurité. Par contre, ce qui est très important, et ça je le dis toujours aux clients, ça ne sert à rien de venir aussi et de vouloir avoir 807 sur 807 parce que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez un service, en fait, le total du score, il va être accrémenté, d'accord? Et surtout, il y a peut-être des fois des recommandations du Secure Score qui ne sont pas applicables à votre infrastructure. Donc faites très attention avec ça. Il ne faut pas le prendre en fait bêtement, le fichier, et puis regarder un petit peu toutes les recommandations et les appliquer une par une. Ça ne marche pas comme ça, il faudra bien étudier votre environnement avant. Mais néanmoins, c'est quand même, si vous voulez, un point de départ qui vous montre un petit peu ce qui se passe. Vous voyez par exemple ici, voilà, il voit que j'ai des applications un petit peu qui sont en alerte au niveau du Cloud App Security, ou alors ici j'ai 128 utilisateurs qui sont à risque au niveau de l'Identity Protection. Donc vous voyez un petit peu, ça donne si vous voulez une base. Mais par contre, encore une fois, c'est pas parce que vous avez un bon score que vous êtes sécurisé. Et ça, je le dis toujours et je le répéterai toujours. Faites très attention avec ça. Donc ensuite, ça vous le savez tous, vous avez la partie MFA. Vous avez la partie MFA qui aujourd'hui en fait devient obligatoire, c'est-à-dire que sur n'importe quel compte qui soit en fait à privilège ou pas, on est obligé, enfin en tout cas moi sur mes politiques de sécurité et sur mes analyses, parce que je fais beaucoup d'audits de sécurité au niveau d'Office 365 et enfin plus général Azure et Office, on est obligé si vous voulez de mettre du MFA sur tous les utilisateurs, qu'ils soient administrateurs ou pas. Et je vais même encore plus loin, même les guest users en fait qui accèdent à mon tenant, ben, en fait je leur demande d'avoir du MFA également. Ça c'est très important. Donc forcément, sécurité, fiabilité, facilité, parce qu'en fait Azure MFA, c'est un service mis à disposition, vous n'avez plus qu'à le consommer et il est surtout évolutif parce que vous allez pouvoir apporter pas mal de nouveautés qui sont sorties. Donc là, je vais vous montrer un petit peu au niveau des mots. Par exemple ici, vous voyez, quand vous allez en fait dans votre Azure Active Directory, comme vous pouvez le voir ici, vous avez en fait ce qu'on appelle le Insights. Et en fait, au niveau des Insights ici, donc vous avez plusieurs choses. Vous avez la partie activité des applications, d'accord, voilà, toute l'activité au niveau des applications qu'il y a au niveau de votre Azure Active Directory. Vous avez la partie ADFS si vous avez de la DFS, donc moi c'est pas appliqué. Et vous avez quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est en fait un petit peu ce qui manquait avant, c'est le reporting au niveau de l'activation du MFA au niveau de votre tenant Office 365. Donc là vous voyez par exemple ici, voilà, je peux voir un petit peu les inscriptions, ce qui a été fait durant les 30 derniers jours, donc je vois qu'il y a eu des réussis. Voilà, ici j'ai pas eu d'échec. Là je vois par contre que j'ai que un user sur 17, vous voyez, par exemple, qui a le MFA, etc. Et ça c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir un rapport et après derrière de le générer et de voir un petit peu ce qui se passe au niveau donc de mon organisation. Donc ça c'est très important. Ensuite, il y a une chose qui est importante au niveau du MFA, c'est je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez ce qu'on appelle l'ancien portail du MFA. Vous avez en preview la moderne, en fait, le moderne MFA Registration, qui est un petit peu plus évolué, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, ici, une fois que vous avez configuré votre MFA, donc une fois que vos comptes sont bien sécurisés, etc., parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, la première chose, le Secure Score, c'est ce qu'il va vous dire, c'est le MFA, et il a raison. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre MFA, etc., je vais de manière séquentielle, vous allez voir où je veux en venir. Au niveau du MFA, comme je vous l'ai dit, et au niveau de l'accès au niveau d'Office 365, on va pouvoir un petit peu donc s'améliorer et faire un petit peu en fait de l'authentification avec FIDO, donc là du passwordless. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait le moyen de s'authentifier son password, c'est-à-dire qu'on va plus saisir notre password, mais on va en fait utiliser donc un jeton physique, d'accord, comme une clé YubiKey par exemple, et on va s'authentifier avec elle uniquement avec un code PIN en fait. Donc là, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici. Hop. Donc là, je vais me déconnecter de mon compte. D'accord. Ici. Je vais m'authentifier. Et vous allez voir ici. Donc là, je vais me connecter.
Donc là, j'ai deux choix. Soit je mets mon mot de passe, soit en fait, quand vous activez le passwordless, vous avez une petite manip ici, regardez. Sync with the secure key. Donc là, je vais cliquer dessus. Et tout simplement, il va me demander un code PIN. Donc je vais mettre le code PIN que j'ai mis en place. D'accord? Je fais suivant. Il me demande de toucher la clé qui est branchée sur mon PC. Je la touche. Et automatiquement, je suis authentifié. Vous avez vu, à aucun moment, j'ai saisi de mot de passe. Parce qu'il faut savoir, et d'après les chercheurs en sécurité, le fait déjà de taper un password, le fait de mémoriser un password, en fait, c'est déjà quelque part en fait une brèche de sécurité. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais si vous avez un keylogger sur la workstation ou des choses comme ça, vous pouvez donc en fait avoir des trous de sécurité. Donc là, vous voyez automatiquement, je me suis authentifié sans mettre de mot de passe directement. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'authentification passwordless, qui fonctionne très bien. Alors, vous avez plein de constructeurs qui le font. Là, j'utilise YubiKey, mais vous pouvez aussi avoir l'application authenticateur de Microsoft qui fait aussi du passwordless avec un code en fait qui sera affiché. Ensuite, une fois que vous avez réglé vos problèmes, comme je vous l'ai dit, donc Secure Score, vous avez vu un petit peu ce que vous avez pu faire. Vous avez géré votre authentification avec MFA et vous êtes allé un petit peu plus loin au niveau passwordless. On va arriver sur quelque chose d'essentiel à mes yeux, et d'essentiel aux yeux de beaucoup, surtout auprès de Microsoft, c'est les conditional access. Les conditional access sont tout simplement, en fait, si vous voulez, des conditions, des policies qui vont, si vous voulez, exécuter des choses en fonction de ce qui va se passer. Donc là, tout simplement, c'est quand quelque chose se produit au niveau de mon tenant, c'est-à-dire une authentification, un accès à un fichier, un téléchargement d'un fichier, etc. En fait, on va effectuer une action. Et cette action, forcément, ça sera en fonction de l'utilisateur qui a fait cette action, en fonction de device qui a accédé à la ressource, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres à prévoir. Et donc là, comme vous pouvez le voir ici, donc là, c'est juste de manière globale, mon utilisateur ici, je vais, si vous voulez, en termes d'action, je vais pouvoir lui bloquer l'accès directement, ou alors je peux lui autoriser l'accès sans demander quoi que ce soit, ou alors, donc dans un troisième point, et c'est là où c'est le plus important, c'est que je vais pouvoir lui autoriser l'accès, mais par contre à certaines conditions. C'est par exemple, je vais exiger le MFA, donc ça c'est pour activer le MFA de manière automatique chez tout le monde. Ça c'est simple, vous faites une condition, vous mettez tous les users, vous excluez juste les users admin, et vous avez le MFA pour tout le monde. Ça prend 5 minutes. Ensuite, alors forcément derrière, il y a la communication au niveau des users. Attention, ça c'est très important, j'en parlerai tout à l'heure. Ou alors vous exigez par exemple qu'un appareil soit conforme. Donc ça veut dire que vous avez Intune, donc vous avez une politique de compliance. Donc il faut que votre téléphone soit compliant Intune avant de pouvoir s'authentifier. Ou alors la partie Azure Active Directory hybride Azure AD. Ça c'est quand vous avez un PC qui est joint dans Active Directory, vous avez la possibilité automatiquement via des GPO de le joindre dans Azure Active Directory. Et ce que vous avez, en fait, ça va se retrouver un peu comme les users, c'est-à-dire qu'on va être en hybridation. On va profiter des policies Intune et des GPO au même temps sur une même workstation. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire au niveau donc des conditional access. Juste ça, c'est un schéma que je reprends de chez Microsoft qui est bien fait. Au niveau des comptes, il faut savoir que le conditional access, il fonctionne déjà sur tous les comptes Azure Active Directory, les comptes fédérés, donc les ADFS, etc., et tout ce qui est aussi compte guest access. Si par exemple je vous donne accès à mon compte Office 365 en guest access avec votre compte Google, sachez bien que même sur votre compte Google, je peux appliquer des policies et je peux appliquer des conditional access. Par exemple, vous pouvez vous connecter sur mon Teams à distance, par contre, vous devez mettre le MFA. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Bien entendu, sur tous les types de devices, en termes de sources, donc iOS, Android, tout ce que vous voulez. On va pouvoir aussi gérer les locations, donc là c'est les IP de sortie et les pays qu'on va pouvoir gérer, et bien entendu les browsers et les clients apps. Les clients apps que vous connaissez, c'est les Office apps, les clients lourds, les clients légers, etc. Donc après derrière, en fait vous avez tout un mécanisme de contrôle. Et en fait en fonction de contrôle, il y a un peu de machine learning. Vous voyez par exemple il y a ce qu'on appelle le session risque. Le session risque, qu'est-ce que c'est? C'est vous définissez donc une règle qui dit que si une identité a eu en fait donc des tentatives de connexion de brute force, donc ça marche avec le P2, attention, ça ne marche pas avec le P1. Bah, en fait automatiquement il va vous, par exemple, il va vous bloquer l'accès parce que votre compte il est à risque, parce qu'il a subi quelques brute force. Donc moi je ne souhaite pas lui donner accès à mon tenant. Par contre en revanche je peux aussi lui forcer le password, lui dire écoute, c'est pas bon parce que je pense que tu es risqué. Donc, tout simplement, je vais trister le password pour être sûr, d'accord, que tu es donc bien sécure. Et vous voyez que je peux très bien attaquer des applications cloud comme des applications on-prem, comme vous pouvez le voir ici.
En termes de conditional access, ça c'est les recommandations que je fais et c'est très important. La première chose quand vous faites du conditional access, la première chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle définir un périmètre. Et dans le conditional access, au niveau du design, en fait, on a 3 périmètres. On a l'authentification, les device management et la sécurité. Donc en fait, vous avez 3 types de policies. Vous avez les policies qui vont toucher l'authentification, par exemple pour bloquer le legacy authentication dans votre tenant. Par exemple, bloquer le IMAP, bloquer le POP3, bloquer en fait les protocoles qui sont vulnérables au niveau sécurité. Ensuite, vous avez le device management. Donc ça, c'est par exemple, je donne accès à Office 365 uniquement si ma machine est jointe dans Azure Active Directory ou si ma machine est dans Intune. D'accord? Et vous avez la partie sécurité qui, elle, en fait, va vraiment faire de la sécurité. Donc, par exemple, bloquer les accès à des plateformes qui ne sont pas supportées, bloquer les guest access à certaines ressources. D'accord? Par exemple, vous avez un guest access, vous lui autorisez uniquement l'accès à SharePoint. Par contre, tout ce qui est Teams, tout ce qui est OneDrive, tout ce qui est Exchange, etc., il n'aura pas accès. Des choses comme ça. D'accord? Et donc ça, c'est très important à bien comprendre qu'au niveau design de vos policies, il faudra toujours partir du principe que vous avez d'abord des périmètres à définir. Et une fois que vous avez défini ces périmètres, vous allez pouvoir donc les jouer. Donc ça, c'est très, très important. Les bonnes pratiques au niveau conditional access, la première chose, c'est d'abord de construire ce qu'on appelle un jeu de test que je vous ai fait ici. D'accord? Donc là, vous avez votre policy, vous avez votre scénario, vous décrivez votre scénario. Ensuite, vous avez, en fait, donc si vous voulez, vous décrivez le résultat attendu. Donc là, par exemple, vous voyez, je bloque l'accès aux applications depuis l'externe, c'est-à-dire depuis l'externe de mon réseau d'entreprise. Donc le résultat attendu, c'est que les entreprises qui sont dans le réseau XXX, ils auront accès. Les machines qui ne sont pas dans le réseau, ils n'auront pas accès. Donc après, je vais pouvoir tester avec le WATIF que vous voyez ici. D'accord? Donc je vais pouvoir faire des tests et voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne ou pas au niveau WATIF? Ensuite, je vais faire un test réel. D'accord? Donc je vais vous montrer. Alors le WATIF, tout simplement, je pense que dessus. Donc le WATIF, ça vous permet, si vous voulez, de tester vos conditionnel access sans impacter la production. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut savoir que les conditionnel access peuvent impacter la prod. Hein. Donc ça peut être gênant. Donc je vais venir dans le WATIF ici, et donc je vais jouer un scénario. Par exemple, je vais jouer celle-ci, donc c'est le bloc download ici. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai dans ma policy. Donc là, je vais voir que j'ai un assignment au niveau d'un user, donc c'est le user 1. D'accord, donc je vais le copier. Au niveau des applications, j'ai sélectionné, donc j'ai 2 applications, à savoir SharePoint et Teams. Okay. Au niveau des conditions, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais devoir respecter, j'ai toutes les plateformes, donc ça veut dire que je peux utiliser n'importe quelle plateforme pour remplir ma condition. Et au niveau des clients, je peux utiliser que ce soit des clients donc browser ou des clients desktop, comme vous pouvez le voir ici, au mobile d'ailleurs. Et au niveau donc de l'accès, donc j'ai pas d'accès, d'accord? Enfin, j'ai un accès en grande access parce que j'autorise. Par contre, j'ai pas de conditions au niveau de l'accès. Par contre, j'ai quelque chose d'intéressant que je vous montrerai tout à l'heure. C'est le User Conditional Access App Control. Et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Et là, donc du coup, je vais jouer cette policy au niveau de mon WATIF. Donc, je vais venir ici. Pardon. Et donc, je vais venir dans mon WATIF ici, tout simplement. Je vais choisir mon user. Donc, rappelez-vous, c'était user 1. Je vais le sélectionner. Ici, au niveau des applications, donc, je vais respecter ce que j'ai mis. Donc, ça veut dire que j'avais mis du Exchange Online. Ici. Hop. Ensuite, au niveau des IP, Location Country, j'ai rien mis. Au niveau plateforme, on va faire sur du Windows. Au niveau client apps, on va partir sur du browser, par exemple. D'accord? Et on va cliquer sur WATIF. Et vous voyez ici, vous voyez bien que ça fonctionne parce que la policy qui s'exécute sur mon compte, c'est bien celle-ci. C'est le bloc download. Donc ça veut dire quoi? En fait, à quoi sert ce test? C'est tout simplement s'assurer que la condition déjà ne touche pas tout le monde, parce que ça c'est important. Parce que si vous touchez des users qui n'étaient pas prévus au départ, vous allez peut-être les empêcher de travailler, etc. Donc ça c'est très important. Moi j'ai vu des entreprises bloquer toute la production à cause d'une condition access. Hein, donc attention. Donc là vous voyez que, voilà, je vois que mon utilisateur il est touché uniquement par cette policy. D'accord? Donc là déjà je suis un peu plus rassuré en termes de test et donc je vais pouvoir continuer mes tests au niveau donc de mon jeu de test et donc là je vais pouvoir faire des tests réels avec une workstation. Donc à ne pas prendre à la légère, les conditional access, c'est vrai que c'est très facile de les configurer, etc. Mais ne prenez pas de risque donc au niveau configuration et test. Ça c'est très important.
perdu. Ensuite, une fois que vous avez donc défini votre actif, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir faire un test réel avec des machines, avec des users. Et ensuite, après, derrière ici, tout simplement, vous mettez des commentaires en fonction de ce que vous avez ou pas. Donc là, par exemple, la policy numéro 1, elle a bien fonctionné. Donc, c'est des jeux de test. Par contre, la policy 2 ne fonctionne pas parce qu'on a un problème sur la compliance. Donc, il faut que j'aille appeler mon collègue qui s'occupe d'Intune afin de m'aider pour savoir ce qui coince. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vois beaucoup, parce que j'interviens sur beaucoup d'audits sur les entreprises, au niveau des entreprises, et je vois que la plupart des entreprises mettent en place en fait des policies, sauf qu'il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun design qui est fait. Donc forcément derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. On est obligé, en fait, si vous voulez, de parcourir les conditions access à la main pour savoir ce qui a été fait, ce qui a été testé ou pas. Ça, c'est très important. Et pensez à quelque chose d'important, c'est les pilotes. D'abord, quand vous passez en prod, mettez en place des utilisateurs pilotes, des key users, afin de s'assurer que tout fonctionne au niveau production, au niveau des accès des applications. Et une fois que c'est validé, vous pouvez passer en prod, de manière sereine. Donc ça, c'est très important. Ensuite, au niveau des conditional access pour les PME, il y a quelque chose de très important. Microsoft a sorti récemment en fait ce qu'on appelle une fonctionnalité qui s'appelle Security Default. Cette Security Default, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous l'activez, cette Security Default au niveau d'Azure Active Directory, elles vont en fait si vous voulez précréer automatiquement ces conditional access, c'est-à-dire du MFA pour tout le monde, du MFA pour les admins de manière automatique, du MFA pour les admins dans Azure, du MFA pour les utilisateurs standards, du MFA pour les guest access et du e-block aussi, la legacy authentication. Ce qui est très important, c'est que si vous appliquez ces trucs-là, si vous voulez, elles ne sont pas très granulaires en termes de configuration. C'est pour ça que je préconise quand même de partir toujours sur des policies que vous choisissez vous, que vous designez vous, et que vous partiez directement sur quelque chose en fait de plus granulaire afin d'en avoir la maîtrise, si vous voulez. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, pour les petites PME, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de PME, il faut penser à eux, notamment avec maintenant le Microsoft 365 Business. Ils ont enfin intégré Azure AD P1 dans M365 Business. Donc, vous allez pouvoir donc faire appliquer ça de manière sereine et surtout de manière très facile, d'accord, pour des PME qui n'ont peut-être pas d'experts Azure AD, qui n'ont peut-être pas d'experts Intune, etc. Donc ça, c'est très important à savoir. Ensuite, derrière, au niveau des conditions, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous montrer un truc qui est intéressant. C'est qu'ici, je vous ai montré une condition. Donc là, on va faire des cas pratiques. Je suis une entreprise, donc je suis dans le Covid, je dois donner accès donc à mon OneDrive, à mes partenaires pour qu'ils puissent travailler. Jusqu'à là, tout va bien. Par contre, j'aimerais quand même les limiter parce que si je leur donne accès au OneDrive et puis qu'ils synchronisent le OneDrive et qu'ils récupèrent tous les fichiers dans leur PC perso, ça va un petit peu me gêner. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais créer une règle ici et donc je vais donner les accès à OneDrive, à l'entreprise à l'entreprise partenaire. Par contre, je vais lui interdire le download. En fait, ça veut dire que je vais lui donner accès que depuis Internet, donc sur OneDrive. Donc l'utilisateur pourra consulter le fichier, pourra faire ce qu'il veut sur le fichier. Par contre, il ne pourra pas le télécharger. Et ça, c'est intéressant, puisque regardez ici. Donc là, je suis à OneDrive, donc je suis un utilisateur ici, d'accord, sur OneDrive, et j'essaye donc d'accéder à un document. Donc là, vous voyez qu'ici, donc là, je vais ouvrir le document. Donc bon, il n'y a rien dedans, mais vous voyez que je peux ouvrir le document sur Word Online. Il faut attendre un petit peu, ça rame un petit peu. Voilà, donc ça arrive. Donc je peux ouvrir mon document, d'accord. Ici, je peux travailler dessus, etc. Par contre, donc là, par exemple, j'ai travaillé dessus, etc. Et puis, voilà, je vais le fermer, d'accord. Et ici, en fait, je souhaite après le télécharger sur mon poste personnel. Donc si je fais télécharger ici, regardez ce qu'il va me dire. Hop, le téléchargement est bloqué parce qu'en fait, ça ne respecte pas tout simplement les politiques de sécurité de votre organisation. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai donné accès à OneDrive en externe dans des sociétés dont je n'ai pas le contrôle, donc je peux leur donner accès en lecture et écriture sur les documents. Par contre, j'empêche le téléchargement, d'accord? Donc là, si vous téléchargez ça, en fait, vous allez avoir juste ça. Et il va vous dire, regardez ici, voilà, le file il est bloqué et vous ne pouvez pas le télécharger tout simplement, d'accord? Et ça, comment ça fonctionne? C'est en fait une conditional access qui s'appelle le Access App Control, qui est ici, d'accord? Et donc sur la conditional access App Control, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez juste monitorer au début,
pouvez aussi utiliser des custom policies ou alors vous pouvez ce qu'on appelle bloquer le download, d'accord? Et comment ça fonctionne? En fait, ça marche avec Cloud App Security. C'est-à-dire que derrière, une fois que vous avez configuré ça, dans Cloud App Security ici, je vais venir ici, hop, et je vais aller dans ce qu'on appelle les App Connected Apps. Et ici, dans mes Conditional Access App Control Apps, et regardez ici, tout ce que je peux faire avec Cloud App Security, je peux gérer du Teams, donc je peux aussi être granulaire dans Teams, je peux ouvrir Teams à des guests et être granulaire au niveau des accès, je peux le faire sur OneDrive, je peux le faire sur Exchange, et je peux le faire sur Azure. Alors pour l'instant, Teams, vous voyez que c'est en preview, donc je n'ai pas d'activité. Par contre, sur OneDrive ici, regardez, donc je l'ai fait, et ça fonctionne. Et donc là, je vais voir un petit peu les utilisateurs qui ont essayé de se connecter à mon OneDrive depuis l'extérieur, parce que je suis en Covid, et donc j'ai fait ça à la va-vite, et j'aimerais quand même sécuriser au maximum donc mes données, vous comprenez bien. Et donc là, en fait, au niveau info, je vais voir un petit peu ce qui se passe, d'accord? Donc là, on voit que c'est un cloud storage qui est provisionné par Microsoft, etc. Et au niveau des comptes qui ont essayé de se connecter, je vais voir ici que j'ai un utilisateur ici, voilà, par exemple celui-là, qui a essayé de se connecter, d'accord? Et qui s'est connecté donc sur mon OneDrive de manière donc transparente, etc. Après, au niveau des logs, ici, activité des logs, je peux voir les gens qui ont essayé de downloader un fichier, regardez, et je retrouve bien ici, donc ici à 8h02, donc ça s'est fait il y a 2 minutes, d'accord? Je retrouve bien ici l'utilisateur qui a essayé de downloader mon fichier sur mon OneDrive personnel, d'accord? Et donc on voit bien qu'il a été bloqué. Donc après, je peux avoir des informations sur le user, je peux avoir un petit peu sa localisation, je peux faire un petit peu pas mal de choses sur le user, je peux le suspendre par exemple, je peux lui dire qu'il est compromis, je peux faire pas mal de choses avec Cloud App Security, comme vous pouvez le voir. Je peux aussi avoir un petit peu sa localisation, aussi ses adresses IP publiques, etc. Je peux aussi voir le type de poste et des devices qu'il a utilisé, d'accord? Et là, vous voyez que c'était du Edge, effectivement, c'est du Windows 10, et c'était un PC, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc là, vous voyez, en fait, un petit peu comme un contrôleur aérien, je peux voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau donc de mon tenant. Par contre, je peux voir aussi qu'il a téléchargé autre chose, ici, vous voyez? Et donc là, vous voyez que ça a marché parce que, justement, je n'avais pas appliqué la policy, tout simplement. Ensuite, une deuxième règle, Conditional Access, qui est très importante. Si vous ouvrez, par exemple, votre cloud de manière très rapide en période de Covid, etc., vous avez la possibilité, mais ça, je pense que vous avez dû le voir, vous avez la possibilité ici, pardon, je reviens ici, de créer ce qu'on appelle du term of use, c'est-à-dire que vous allez obliger l'utilisateur à signer, en fait, à accepter, si vous voulez, un règlement d'entreprise, de dire, OK, attention, les données sont sécurisées, seuls les membres de l'entreprise doivent accéder aux données, seuls les membres de l'entreprise doivent consulter les données et ne pas les partager à l'extérieur, etc., si vous n'avez pas encore de DLP, etc. Et donc là, en fait, cette condition access, c'est pareil. Donc là, on va la baser sur toutes les applications, donc toutes les applications qui se trouvent derrière Azure AD. Pas de condition, donc ça veut dire qu'on va toucher tous les cas, d'accord? Et ici, au niveau du grade control, tout simplement, on va venir et en fait, on va cocher cette petite option qui est intéressante. Donc moi, je l'ai appelée AOS Align. En fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je vais venir ici. Je vais vous montrer. En fait, dans le term of use ici, donc j'ai créé ce qu'on appelle tout simplement donc une règle. Voilà. Et cette règle, tout simplement, vous uploadez en fait en PDF tout simplement votre charte, d'accord? Et ensuite, l'utilisateur, quand il va se connecter, en fait, au niveau de la configuration, vous dites que vous demandez que l'utilisateur expande le term of use, donc ça veut dire qu'il doit l'ouvrir, le parcourir avant d'accepter. Sinon, en fait, il ne pourra jamais s'authentifier. Donc ça veut dire qu'il sera obligé de le lire. Alors forcément, les gens ne le lisent pas, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est un moyen quand même de se protéger. Et donc, comment ça se passe? Donc, au niveau authentification, alors tout simplement, je vais juste vérifier ici sur quel utilisateur je l'ai appliqué, parce que je ne me rappelle plus. Hop, je crois que c'était le même. Donc, c'est mon utilisateur. Donc, on va en faire un deuxième. Donc, ici, on va en rajouter un et on va mettre l'utilisateur 1. D'accord? Ici, je fais sélectionner, je fais download, je fais OK, pardon, et je save. Alors, vous avez remarqué aussi, je vais revenir ici, continuer dans les bonnes pratiques, vous avez ce qu'on appelle le report only. Donc le report only, tout simplement, ça ne va pas activer la policy. Par contre, en fait, ça va juste reporter, si vous voulez, les conditions qui vont s'appliquer ou pas. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez aussi tester la policy avant de la mettre en production. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, je vais revenir ici, d'accord? Et je vais m'authentifier avec mon utilisateur ici.
là, vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Un petit peu lent. Hop. Voilà. Ok. Identifier avec mon user. Je vais mettre mon mot de passe. Et ici, automatiquement, vous voyez, avant d'accéder à Office 365, je vais d'abord devoir, en fait, ici, parcourir. Donc là, j'ai mis un PDF de la session, hein, comme vous pouvez le voir ici. Je vais devoir parcourir le règlement. Donc là, forcément, vous imaginez bien que ce sera un règlement d'entreprise qui reprend, par exemple, la charte informatique, etc. Ici. Et puis, j'accepte. Si je refuse, regardez, en fait, je ne pourrai pas accéder au service. Vous voyez, accès restreint, je ne pourrai pas accéder donc à Office 365. Donc ça, c'est important à bien comprendre donc, au niveau des policies. Donc après ici, comme je vous l'ai dit, pour les guest access, tout simplement, on va pouvoir aussi, donc si vous avez du team, si vous voulez en fait tout simplement inviter des gens à travailler sur votre team à vous, donc en externe, en guest access, avec ce qu'on appelle le Azure B2B, business to business, vous allez pouvoir ici tout simplement sélectionner tous les guest access et external, ici, d'accord? Cliquez sur Download. Vous sélectionnez les applications, ou alors par exemple toutes les applications si vous voulez, ou alors vous sélectionnez pour Teams par exemple. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. J'ai du Teams ici. Les conditions, par exemple là vous dites, voilà, je veux que ça soit toutes les plateformes ici, sauf pour par exemple iOS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont se présenter avec tous les devices, ils vont devoir mettre le MFA. Par contre, les gens qui sont sur iOS ne mettront pas le MFA. Ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc là, on va mettre tous les devices. Ça, c'est très important. Les locations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'intéressant. C'est que le guest access, s'il est chez moi, dans mon entreprise, donc il est sur mon réseau, je ne lui demande pas de MFA. Donc, je vais exclure tout simplement toutes mes trusted locations. Par contre, pour tout le reste, donc n'importe quelle location, en fait, on va lui demander le MFA. Au niveau des clients, forcément, là, on va tout demander, donc que ce soit browser, que ce soit mobile apps, que ce soit mobile authentication, etc. On va cliquer sur OK. Et ici, tout simplement, donc on va demander le grant et on va tout simplement ici demander le multifacteur. Donc là, ça veut dire quoi? Quand je vais la créer, ça veut dire que pour n'importe quel guest access, en fait, quand il va, si vous voulez, vous voyez quand vous l'invitez, il va recevoir une invitation, il va recevoir un email lui disant oui, vous avez été rajouté tel team. Donc quand il va cliquer dessus, automatiquement, ça va lui dire merci de vous enregistrer au niveau MFA avant de pouvoir en fait tout simplement vous identifier au niveau donc du team en question. Donc ça aussi, c'est très important. Pensez-y, surtout en cette période. Hop. On va revenir dessus. Donc voilà un petit peu le tour au niveau des conditional access. Et puis juste revenir en arrière 2 secondes. Au niveau des policies ici. Donc après, vous avez pas mal de choses. Hein. Vous pouvez aussi, par exemple, une policy, regardez la 11 qui est intéressante, c'est qui permet de faire normalement du MFA et SSPR uniquement depuis Trusted Location. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour vous utilisateurs, on va dire, de bureau, quand vous allez leur ouvrir le MFA, vous allez pouvoir leur exiger, en fait, d'avoir un téléphone enrôlé dans Intune ou joint dans Azure AD et être dans le bureau avant de faire, en fait, le MFA. C'est-à-dire que s'il essaye de faire le MFA, le enrôlement du MFA, chez lui, avec un téléphone qui n'est pas dans Intune, par exemple, il ne pourra pas le faire. Et ça se fait ici au niveau de cette policy. Je vais juste vous montrer ça, et puis on passera à la suite. Ça se fait en fait au niveau ici. Donc je vais prendre par exemple celle-là. En fait, ça se fait ici. Vous voyez ici, User Action, Registration Execution Information. En fait, c'est celle-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, quand il va avoir cette alerte, enfin, quand il va avoir cette conditional access appliquée sur son compte, tout simplement, il va devoir s'exiger au fait qu'il ait un mobile géré par l'entreprise et dans le réseau de l'entreprise ou alors dans un VPN, par exemple. Donc ça, c'est important. C'est un petit peu restrictif, hein, je suis bien d'accord. Hein.
Mais par contre, en tout cas, ça peut ramener un niveau de sécurité supplémentaire donc à votre environnement Microsoft 365. Donc, on va passer à la suite. L'Identity Protection. Donc tout simplement, l'Identity Protection, comme vous le savez, hop, je vais passer en plein écran. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui vient avec Azure AD P2, d'accord? Donc il n'est pas accessible à l'Azure AD P1. L'Azure AD Identity Protection, c'est tout simplement un produit qui va, si vous voulez sécuriser vos comptes, il va analyser les comptes, il va analyser vos authentifications, il va analyser les devices avec lesquels vous vous authentifiez, et il va sortir, il va détecter des vulnérabilités. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que par exemple, si vous vous connectez avec un iPhone qui est jailbreaké, il est capable de vous dire attention, l'utilisateur s'est connecté, il a ce qu'on appelle une risk signing, parce qu'il s'est connecté en fait avec un laptop ou un iOS qui est jailbreaké, donc qui n'est pas, si vous voulez, secure. S'il se connecte avec un PC qui a un virus, donc qui est vérolé, il pourra aussi le voir. Donc c'est ça qui est intéressant, ça c'est la puissance du machine learning derrière. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la remédiation, donc c'est là où je voulais vous montrer ça. Donc le Identity Protection se trouve dans l'onglet sécurité ici, hop, et dans ici, regardez Identity Protection. Donc vous avez pas mal de choses, d'accord? Donc là, j'ai pas grand chose sur ce tenant, mais vous voyez un petit peu vous voyez que vous avez les nouveaux utilisateurs à risque, etc. Et vous allez pouvoir en fait donc avoir plusieurs stratégies. Donc la première stratégie, c'est la stratégie d'utilisateur à risque, ce que je disais tout à l'heure. Donc il va détecter si l'utilisateur il est à risque ou pas, s'il a été hacké, si son compte a été brute forcé, etc. D'accord? Et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la remédiation. Donc là, par exemple, on va l'appliquer sur tous les utilisateurs. Quelle est la condition? Je vais dire que si l'utilisateur a un risque moyen ou supérieur, donc là, je suis plus ou moins moyen au niveau sécurité. Par contre, si je mets bas et supérieur, ça veut dire que je suis super restrictif. C'est-à-dire à la moindre petite, au moindre petit risque, si vous voulez, automatiquement, cette stratégie de remédiation va s'activer. Et au niveau des accès, je vais pouvoir dire tous les comptes qui subissent des brutes force ou des choses comme ça, soit je bloque leurs accès, soit alors je l'autorise l'accès, mais par contre je demande la modification du mot de passe de manière automatique. Ça c'est très important. Je l'ai déjà mis en production chez beaucoup de clients, notamment dans des clients bancaires, et ils sont très contents parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ensuite, vous allez pouvoir aussi également vérifier un petit peu. Ici, vous avez ce qu'on appelle un insight pour vérifier s'il y a eu des impacts ou pas. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien parce que j'ai pas grand-chose sur ce tenant, mais vous allez pouvoir donc faire une stratégie de remédiation. Donc ça, c'est au niveau risque utilisateur. Ensuite, vous avez stratégie au niveau de la connexion, c'est-à-dire la connexion risquée. Par exemple, depuis un réseau Tor ou depuis un réseau qui est un petit peu, on va dire, pas très catholique ou un réseau qui est pas très sécure, on va dire, vous allez pouvoir aussi contrôler les accès. Voilà, soit vous bloquez l'accès, soit alors vous autorisez, mais vous exigez donc le MFA. Donc vous voyez là, par exemple, on change, c'est-à-dire que si quelqu'un se connecte depuis un réseau que vous ne connaissez pas, donc vous dites, oula, attention, je ne connais pas ce réseau, je préfère quand même te demander le MFA parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Donc là, l'utilisateur sera challengé en MFA, donc il sera obligé de rentrer son second facteur d'authentification. Et ensuite, Identity Protection, comme le Conditional Access, il va vous permettre aussi de mettre en place votre stratégie MFA. Donc là, ici, regardez comment c'est super simple. Si je prends tous les users, ici, là, je l'affecte à tous les users. J'exclus bien sûr tous mes comptes administrateurs, etc. Alors ça, c'est une chose très importante, je vais le dire. Sur toutes les conditional access que vous faites au niveau des policies, il faut toujours penser à exclure les comptes brise-glace. Les comptes brise-glace, j'en parlerai dans la deuxième partie plus tard. Et les comptes d'administration. Parce que les comptes d'administration et les comptes brise-glace ne sont pas des utilisateurs standards, donc ils doivent être traités dans d'autres policies différentes et bien distinctes. Donc ça, c'est important. Je ferme la parenthèse. Donc ici, je vais pouvoir cibler tous les users du tenant, d'accord, ou un groupe, si vous voulez, pas de problème. Et ici, tout simplement, je dis quoi? Je dis, exige le MFA. Et automatiquement, à la première connexion, les utilisateurs vont se choper le MFA. Vous voyez que c'est super simple. Alors bien sûr, ici, la stratégie, voilà, vous avez donc l'activer et la désactiver. Après, vous avez du reporting ici, tout simplement. Donc là, j'ai pas grand-chose, mais vous allez pouvoir voir un petit peu les connexions à risque, les utilisateurs à risque, et des détections de risque en fait au niveau de votre tenant. D'accord? Donc là, j'en ai pas. Vous allez pouvoir forcément vous faire un petit reporting et l'envoyer donc aux administrateurs du tenant, ou alors en fait l'envoyer à une adresse mail bien précise si vous voulez. Ensuite, là vous voyez,
sais pas si vous avez bien suivi le cheminement. On a traité l'authentification, on a traité le second facteur d'authentification, on a amélioré ce second facteur avec du passwordless. Ensuite, on a amélioré nos policies conditional access et on a apporté une couche de sécurité à Identity Protection, parce que suivez bien le track, parce qu'en fait, tout est bien ordonnancé. Après, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste le cher mot de passe qu'il faut aussi protéger. Alors, les mots de passe, il y a deux moyens. Si vous êtes dans un environnement hybride comme celui-ci, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Password Smart Lookout, qui permet en fait de protéger les mots de passe au niveau de l'Active Directory depuis Azure Active Directory. C'est-à-dire que là, vous avez vu dans un contrôleur de domaine, normalement vous avez votre stratégie de mot de passe. Ben, vous allez pouvoir outrepasser celle-ci et passer directement depuis l'Azure Active Directory, si vous voulez. Et pour ça, donc là, je vous ai mis le design un petit peu comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vos contrôleurs de domaine n'ont pas accès à Internet, et j'espère pas, normalement ils ne doivent pas accès à Internet, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un proxy, Azure AD Password Proxy, Password Protection Proxy, qui lui va jouer le rôle, si vous voulez, d'intermédiaire entre Azure et vos contrôleurs de domaine, afin donc d'apporter la stratégie donc de mot de passe depuis Azure Active Directory. Donc ça, c'est important. Pensez-y si vous en avez l'occasion, donc protégez vos mots de passe. Alors bien sûr, ceux qui ont la DFS, vous pouvez aussi appliquer ce qu'on appelle le Identity Protection dans ADFS, par exemple depuis 2016. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la protection intelligente dans ADFS 2016. Donc ça, c'est important, afin d'éviter, si vous voulez, les brute force depuis l'externe. Parce qu'il faut savoir, hein, quand vous avez un ADFS, votre page ADFS, elle est exposée sur Internet. Donc forcément, derrière, si je connais votre UPN, bah, je vais pouvoir vous flouder avec du brute force. Donc vous allez pouvoir donc le protéger ainsi. Et vous avez aussi, la protection au niveau des comptes cloud, parce que là, effectivement, je vous parlais des comptes synchronisés, mais par contre, vous pouvez aussi protéger vos comptes cloud directement dans Azure Active Directory. Et donc celle-ci, ça se fait là. Donc vous allez revenir, je vais aller dans sécurité, ici, dans méthode d'authentification. Et donc là, ici, regardez, j'ai ce qu'on appelle protection de password. Et ici, en fait, bah, j'ai une stratégie qui permet, donc si vous voulez, de me dire qu'est-ce que je dois faire en cas de brute force, etc. Donc on peut avoir ce qu'on appelle un seuil de verrouillage. Donc là, par exemple, on peut laisser jusqu'à 10 tentatives. Et ensuite, pour briser justement la chaîne, si vous voulez, enfin en tout cas pour briser le brute force, on va verrouiller le compte pendant plusieurs secondes, 60 secondes, 80 secondes, etc. Ou là où c'est intelligent, c'est-à-dire que le premier attaquant, il va faire 10 fois. Au bout de la 11e fois, le compte il va se loquer pour 60 secondes. Ensuite, il va recommencer une deuxième fois. En fait, le compte va être bloqué 60 secondes plus 60 secondes. En fait, ça va faire 60 plus n à chaque fois. Parce que justement, pour éviter donc en fait, d'avoir ce brute force. Il faut savoir que le compte, il est verrouillé, mais par contre, l'utilisateur peut toujours travailler. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jeton, il sera toujours valable, donc il pourra toujours accéder à ces applications de manière en fait, optimale, etc. Et si vous voulez activer ce que je vous ai montré ici, donc cette partie-là, le Smart Lookout en mode hybride, ici en fait, il va falloir tout simplement activer le mode activation protection Windows Server Active Directory. C'est ça qui va vous permettre de discuter avec l'Active Directory au travers le proxy. D'accord? Ensuite, une bonne pratique, c'est quand vous appliquez cette stratégie de password, de protection de password, il faut toujours commencer par le mode audit afin de voir un petit peu ce qui se passe. Et une fois que c'est validé en interne, etc., vous pouvez passer au mode appliqué. Et là, le mode appliqué, il va appliquer la stratégie automatiquement. Donc cette stratégie, elle sera applicable pour les comptes cloud au niveau des passwords et pour les passwords au niveau de l'Active Directory, comme vous l'avez compris, donc qui va passer au travers ce proxy tout simplement. Et pour finir, un dernier petit point qui est très important, c'est le Azure Application Proxy. J'ai une petite phrase, et si on oubliait la DMZ, c'est vrai aujourd'hui, parce que vous voyez, hein, si vous voulez exposer un serveur sur Internet, bah, il vous faut un firewall, il vous faut une DMZ, il faut placer, ça on connaît tous, hein, et puis ça date de la nuit des temps, on le met en DMZ, on fait du power forwarding, etc. Et on peut donc natter, power forwarder notre port 80 sur une IP publique, etc. Donc ça fonctionne, on a accès à notre application web. Mais par contre, ce qui est bien avec Azure Active Directory et Azure Application Proxy, c'est que vous pouvez exposer n'importe quelle application sur Internet sans même la placer dans une DMZ. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va passer pareil en fait avec un proxy qui va discuter avec l'Active Directory et qui va protéger l'application, d'accord? Et en fait derrière, il va discuter avec Azure Active Directory pour faire ce qu'on appelle
En fait, il va interagir en fait comme un proxy d'authentification et il va pouvoir exposer donc l'application au travers ce proxy sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs, quand ils vont se connecter sur l'application, je vais pouvoir faire leur appliquer le conditional access. Et elle est là, en fait, la valeur ajoutée de ce truc-là, c'est que quand je me connecte à un serveur normal, une application normale depuis qui est, si vous voulez, hosté dans une DMZ, bon, je me connecte, il n'y a pas de souci, je ne peux rien faire de plus. Par contre, avec le Azure App Proxy, je vais pouvoir appliquer des conditional access, demander le MFA, demander que tu aies un compte, que tu aies un device enrôlé dans Intune, etc., afin donc d'accéder à mon application web. Et c'est là en fait la valeur ajoutée et la force de Azure Application Proxy. Et aujourd'hui, j'ai plein de mes clients qui avaient des services web qui étaient exposés sur le net au travers d'une DMZ. On a changé de stratégie, on est parti sur Azure Application Proxy. Ça fonctionne, hein, donc c'est en production. Et on passe tous par Azure Application Proxy. On peut même inviter des comptes guests, donc en B2B, et les forcer en MFA à accéder à notre serveur web depuis l'externe, donc sur un formulaire ou des choses comme ça, et ça fonctionne très bien. Donc après, juste en termes de mise en place, c'est très très simple. Au niveau d'architecture, vous avez votre annuaire Azure AD, vous avez un serveur application proxy donc qui va discuter avec l'Active Directory, vous avez votre AD local, un serveur, donc pareil, l'application donc qui est celui-ci, en fait ça c'est le service et là c'est le serveur. Donc ça c'est le service et ça c'est le serveur. Vous avez une application web que vous voulez donc synchroniser, exposer vers le net. Et puis vous avez vos utilisateurs donc qui sont synchronisés ou pas, des guests ou des comptes cloud. Tout fonctionne de manière transparente et surtout de manière très facile. Et j'ajoute une chose qui est très importante, c'est que c'est surtout de manière sécurisée. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin de créer une DMZ, aller voir votre ingénieur réseau, il faut que tu me fasses une DMZ, etc. etc. Le rendu, c'est que quand l'utilisateur se connecte sur son portail MyApps, en fait au niveau d'Office 365, ben, il va retrouver l'application, il va cliquer dessus et il va pouvoir s'authentifier directement. D'accord? Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la force un petit peu aujourd'hui de ce produit. Donc après, on peut le voir ici un petit peu, parce que je me suis amusé quand je l'ai mis en place de faire un Wireshark, un petit peu en fait au niveau des flux réseau. Donc là, c'est vraiment pour les geeks, hein, mais on peut voir en fait que ici, en fait, on passe bien par une authentification pass-through, qu'on passe bien par l'application proxy pour accéder en fait à mon serveur qui est redirigé derrière en fait au niveau LAN ici, d'accord, ici. Donc en fait, l'URL elle pointe ici, mais en fait derrière elle va forcément sur le serveur web en question. Donc ça voilà, c'est un petit aparté, je vous le mettrai, je vous le laisserai pour analyse si vous le souhaitez. Donc en conclusion, tout simplement de ce que nous avons vu et surtout les bonnes pratiques. Ce qui est très important donc pour cette première partie, donc vous voyez qu'il y en a plusieurs autres parce que là j'ai pas tout couvert, j'ai fait uniquement la partie Azure AD. Suivez forcément le Secure Score n'est pas trop comme je vous l'ai dit, attention, en fonction de vos besoins, etc. Pardon. Activez soit le PTA soit le PHS. Honnêtement, si vous faites de l'authentification uniquement, enfin si vous avez de l'ADFS uniquement pour Office 365, honnêtement c'est qu'il y a une erreur stratégique quelque part, parce qu'aujourd'hui même les chercheurs de chez Microsoft, ils nous démontrent bien que le PTA ou le PHS, c'est aussi bien sécurisé que la DFS. Et en plus de ça, avec le PHS par exemple, vous avez une high availability qui est beaucoup plus importante qu'un serveur ADFS. Parce qu'oubliez pas, les serveurs ADFS, ça reste quand même des serveurs on-prem, ou même vous pouvez les mettre sur Azure si vous voulez, mais ça reste quand même des serveurs gérés si vous voulez au niveau de vos systèmes d'information. Donc ça veut dire qu'il va falloir les patcher, les monitorer, les sauvegarder, gérer le cycle de certificat, parce que la DFS, si son certificat est expiré, forcément, l'authentification ne marchera plus. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de dépendance avec ce serveur. Gérer aussi le load balancer, parce que forcément, il y a la VIP qui va parler avec les WAP et la VIP en interne, etc. Donc ça, c'est important. Vous allez aussi devoir changer, faire ce qu'on appelle du split DNS au niveau interne pour pouvoir donc résoudre le DNS en interne avec une IP interne quand vous êtes en interne, mais par contre quand vous êtes en externe, vous devez résoudre le DNS avec, enfin le nom public avec l'IP public du load balancer. Donc vous voyez quand même c'est un petit peu difficile donc au niveau archi, etc. Alors que le PHS en fait c'est tout bête, ça fonctionne, ça synchronise que les pages, que le H du password et ça fonctionne très bien. Et surtout beaucoup moins cher en termes d'entretien, et beaucoup moins prise de tête pour les administrateurs. Azure Amasa, forcément ça on n'arrête pas de le répéter, Microsoft n'arrête pas de le répéter, il faut l'utiliser. Dans vos conditional access, utilisez bien les trusts des IP, des locations, ça c'est important.
Utilisez les conditional access, bien sûr, mais encore une fois, suivez les bonnes pratiques que j'ai données, donc en termes de jeu de test, en termes de what if, en termes de pilote et en termes de pré-prod et prod. Ça, c'est très important de respecter ces étapes. Mettre en place l'identity protection pour la partie remediation, pour la partie MFA, si vous voulez mettre tout le monde en MFA en fonction de location, par exemple. Ah, j'ai oublié un S là, pardon. N'hésitez pas à utiliser le reporting aussi au niveau d'Azure AD pour pouvoir avoir les devices, le risque, les connexions, etc. au niveau de Identity Protection. Le password, donc protégez votre password, forcément avec le Smart Lookout et le Password Protection, et la partie Azure App Protection Policy, si vous pouvez l'appliquer un jour, faites-la parce que ça va vous faciliter la vie en termes d'administration et en termes d'accès. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la presse a eu un séquencement. Donc, on a commencé depuis le début, d'accord. On a commencé par donc la base, l'identité, l'authentification. Donc ensuite, on est rentré dans le vif du sujet avec les conditional access, le MFA. Donc on a rendu, si vous voulez, l'identité un petit peu plus forte, d'accord, en termes d'accès. Ensuite, on s'est concentré sur ce qui est autour, c'est-à-dire au niveau de la protection des connexions, des risques, etc. Et ensuite, après, on est passé sur la partie un petit peu, on va dire, plus ou moins applicative, sur la partie app proxy et protéger les passwords. Donc là, sur cette petite presse, donc la première partie, donc si on respecte tous ces éléments-là, vous allez pouvoir donner accès en télétravail à vos collaborateurs, à vos clients, s'ils sont en guest access, donc un accès à votre environnement de travail de manière sécurisée. Là, on a une première couche de sécurité. Là, je n'ai pas parlé d'autres produits comme Azure Sentinel ou alors comme Office ATP ou alors comme Azure ATP, etc. Mais là, pour l'instant, c'est une première couche de sécurité qui arrive avec Azure AD P1 et P2 et qui vous permet d'être secure en toutes circonstances en fonction de n'importe quel device que vous utilisez, que ce soit de l'iOS, Android, Mac ou Windows. Voilà, donc merci de votre attention et puis si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre. Merci à toi, Céphala, c'était super intéressant. Il y a des questions qui ont été répondues. Si tu as une réponse sur combien de temps la condition est affectée aux utilisateurs? Alors, la conditionnel access au niveau du temps, c'est ça? Ouais, c'est ça, je Alors, elle pense. s'appelait. Alors, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai décrit un process de jeu de test, etc. Parce que une fois que c'est appliqué, ça s'applique automatiquement. C'est pas comme des GPO parce qu'en fait, le problème des GPO, enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est que les GPO, il y a un contrôleur de domaine derrière. S'il y a plusieurs contrôleurs de domaine, il y a plusieurs sites, ça va prendre le temps de répliquer, d'aller sur le PC, etc. Alors que les conditional access, ça s'applique directement sur l'identité. Donc, du moment que vous l'avez appliqué, sur les 3 à 10 secondes, vous voyez, la prochaine connexion, en fait, elle s'applique. Donc, ça veut dire que du moment qu'il restart sa session, il va automatiquement, en fait, recevoir la policy, tout simplement. Donc, à faire très attention avec ça. Ok. On demande les slides, donc je pense que tu pourras les partager Bien dans sûr. le Ah oui, Teams. bien sûr, les slides seront partagés. Juste, j'ajoute une chose, comme je vous l'ai dit, cette première partie, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de manière séquentielle. Voilà, on est parti du haut jusqu'au bas, jusqu'au password. Et la prochaine étape, on va parler au niveau applicatif, c'est-à-dire comment sécuriser mon OneDrive au niveau des données, comment sécuriser mon Teams, etc. Mais ça, on verra plus tard. Donc, je fais un peu de teasing. Il est incroyable, c'est ce que j'allais Voilà. dire. Tu fais un teasing incroyable, mais c'était très bien. Super. Je ne sais pas si vous avez Là, d'autres questions, messieurs. N'hésitez pas. sur le Secure Score, il y avait plusieurs questions sur le Secure Score. Oui. Quelle est ta vision sur le Secure Score? Parce que les gens se demandent, est-ce qu'il y a un niveau max, un niveau mini? En fait, Comment le honnêtement, prendre? ouais, honnêtement, le Secure Score, parce que j'en fais beaucoup, je fais beaucoup d'audits de sécurité depuis maintenant bientôt 2 ans. Il faut savoir, comme je l'ai dit, en fait, c'est juste une valeur estimative qui va juste vous dire, ok, bon, j'ai ce niveau de sécurité. Mais par contre, c'est pas parce que vous avez un très bon score que vous êtes sécurisé. Je dis un exemple très simple, c'est que dans le Secure Score, à un moment donné, vous avez une recommandation qui vous dit juste, allez voir le reporting. Et dès que vous cliquez sur le reporting, en fait, bah, vous avez 10 points. Mais ça ne veut pas dire que vous avez appliqué, vous voyez, une stratégie de sécurité importante, etc. Donc, je dirais qu'il faut rester dans la moyenne, mais par contre, ne pas se fier au Secure Score et surtout se fier aux bonnes pratiques que je vous ai données, à savoir le MFA, le passwordless, le FIDO, l'App Protection, le Identity Protection, etc. Très bien, merci beaucoup. J'arrête là l'enregistrement.